Bien, bonjour à toutes et tous, merci d'être venus. Alors toutes les personnes qui nous soutiennent et aussi merci aux représentants de la presse d'être présents pour cette conférence de presse de lancement d'une grève de la faim qui tourne autour du projet de grand contournement ouest de Strasbourg, pour lequel nous demandons toujours l'abandon du projet, mais au minimum, dans un premier temps, un moratoire et une mission de médiation. Alors, on va essayer de ne pas parler très longtemps pour vous permettre de poser des questions si vous le souhaitez. Simplement rappeler en quelques mots les motivations qui nous ont conduits à ce projet et qui tournent autour de 3 types de délits que nous avons constatés sur ce projet et qui ont fait un projet assez extraordinaire par rapport à ce que nous avons déjà vécu ici en Alsace et même peut-être ailleurs en France. Un déni écologique tout d'abord, parce que c'est un projet qui va à l'encontre de tous les enjeux écologiques, climatiques aujourd'hui, et le président Macron l'a encore rappelé récemment, il faut changer de type de décision, il faut des décisions historiques profondes qui modifient fondamentalement notre façon de nous comporter. Eh bien le GCO, c'est un projet qui s'inscrit dans une logique exactement inverse, et si on considère qu'il y a urgence climatique, il faut considérer aussi que ce projet n'est pas adapté. Un déni démocratique également, parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir que, alors que sur ce projet, un certain nombre d'experts ont été consultés, que tous ces experts ont rendu des avis défavorables sur le projet, à la fois sur le fond et sur la forme, et que 2 commissions d'enquête publiques qui ont eu lieu récemment ont conclu par des avis défavorables, eh bien l'État a interprété ces avis défavorables comme des avis favorables avec quelques réserves et a continué à avancer sur ce projet, en permettant d'ailleurs même à un des concessionnaires, en l'occurrence Vinci, de faire des travaux qui sont illégaux et en régularisant par après. Donc on est vraiment dans un processus qui ne respecte absolument pas les règles de consultation démocratique qui ont été instaurées par l'État. Alors on comprend pourquoi, puisque l'État sur ce projet est jugé parti, l'État est porteur de ce projet, et on voit les limites de ce processus, puisque l'État n'est pas en mesure de faire entendre les oppositions démocratiques par rapport à des projets, et passe un peu comme un rouleau compresseur pour la réalisation. Et puis déni de justice, parce que alors on a des décisions de justice, normalement on ne les commente pas, mais qui sont quand même assez incompréhensibles. Je fais référence notamment à l'ordonnance de référé que nous avons perdue par rapport au dossier d'autorisation unique. Et en discutant avec toute une série de juristes de différents niveaux, c'est une décision assez incompréhensible dans le contexte. Et puis surtout, on est dans des situations où le droit au recours effectif n'est absolument pas respecté, puisqu'il y a toute une série de recours qui sont pendants, aussi bien autour de la prorogation de la DUP que des autorisations de travaux. Juste pour information, le recours au fond contre les autorisations de travaux préalables va être mis à l'audience au mois de novembre, alors que le TA savait très bien que les travaux allaient démarrer au mois de septembre. Donc on est dans des choses un peu bizarres. Et puis il y a toute une autre série de recours qui sont engagés, qui ne sont pas encore jugés au fond. Et là, on met les bouchées doubles pour rendre le processus irréversible. Voilà en gros le contexte. Quelques mots sur pourquoi une grève de la faim. C'est tout simplement parce que nous nous retrouvons face à une forme de violence de l'État. Violence vis-à-vis de la planète, si on veut, violence vis-à-vis des écosystèmes, violence aussi vis-à-vis des personnes qui ont eu le courage de dénoncer, d'alerter sur les conséquences négatives de ce projet. Et comme nous sommes, dans un processus d'action non violente, le dernier recours que nous ayons trouvé, c'est cette grève de la faim. La grève de la faim, c'est une action, par définition, non violente, puisqu'elle n'agresse personne. Elle est un peu violente pour les personnes qui la pratiquent, mais on a considéré que c'était un des derniers moyens que nous avions pour alerter sur cette situation extrêmement problématique. Et puis, il y a aussi un côté symbolique, peut-être, dans cette grève de la faim, par rapport aux enjeux que nous mobilisons, parce que si on regarde un petit peu, notre planète, elle a peut-être besoin d'un peu de sobriété. Parce que si elle est en mauvais état, c'est parce que nous manifestons une goinfrerie sans limite par rapport à toute une série de ressources. Et faire une grève de la faim, c'est aussi alerter peut-être par rapport à ça. C'est-à-dire un peu de sobriété si on veut véritablement sauver la planète comme on le dit. Alors, quelques mots sur les modalités. Donc on est parti sur une grève à durée indéterminée. Donc il y a autour de nous une dizaine de personnes pour l'instant qui se sont engagées dans cette grève à durée indéterminée. Donc ce sont des personnes
des citoyens qui habitent soit le long du tracé, soit à Strasbourg, soit ailleurs. Et ce sont des personnes qui sont déterminées à s'engager. Vous pourrez après évidemment leur poser les questions si vous le souhaitez. Et à côté de ce noyau qui est parti sur une durée indéterminée, nous lançons un appel aussi, et il a déjà été entendu en partie, par des personnes qui peuvent soutenir ce mouvement, par des jeunes plus ou moins longs de soutien à cette démarche de grève de la faim. Et ce jeûne, c'est aussi un acte assez important qui montre la détermination des personnes et qui montre que ce projet, c'est pas seulement un projet de NIMBY, cette opposition, pardon, c'est pas seulement une opposition de NIMBY, c'est une opposition sur le fond. Et si beaucoup de personnes sont prêtes à jeûner en soutien à notre action, ça voudra dire aussi que ces personnes prennent au sérieux les enjeux et que ça va au-delà de simples petites péripéties paysagères ou de contraintes. Donc durée indéterminée. La demande, je l'ai déjà dit, c'est l'objectif final ultime, c'est l'abandon du projet de GCO, comme on a abandonné récemment le projet d'A45. Et en tous les cas, le premier élément de réponse que nous attendons, c'est un moratoire avec mise en place d'une commission de médiation. On a ici une affiche du président Macron, puisque c'est lui qui est le seul, a priori, à pouvoir encore décider de quelque chose. Il a fait état, dans des discours récents, de décisions historiques inédites à prendre par rapport à ces enjeux, notamment ces enjeux climatiques. Et donc, nous attendons, pour le GCO, évidemment, une décision historique et inédite et courageuse, parce que arrêter le projet d'A45, c'est très bien, parce que ça va effectivement dans ce sens-là. Ça permet aussi, entre parenthèses, à l'État d'économiser quelques fonds publics. Pour le GCO, ce n'est pas un projet qui est financé a priori. On verra s'il se réalise et au fil du temps s'il n'est vraiment pas financé par des fonds publics, mais a priori il n'est pas financé par des fonds publics. Et donc, mais du point de vue de l'effet qu'il aura sur les enjeux climatiques, ça sera le même. Qu'il y ait un contrat de concession public-privé ou qu'il y ait que ce soit un projet porté par des fonds publics, l'effet est exactement le même. Et donc, à même cause, mêmes effets. Donc si l'A45 est un mauvais projet, le GCO est aussi un mauvais projet et devrait être abandonné. C'est encore possible parce que, pour l'instant, il y a déjà des dégâts qui ont été faits, mais il n'y a rien d'irréversible sur le champ. Les choses qui ont été faites, elles peuvent encore se stopper et on peut encore arrêter les choses et remettre les choses dans l'état relativement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je ne sais pas si Elisabeth ou Michel, vous avez envie de compléter un petit peu, puis après on peut répondre aux questions. Et puis je voulais aussi dire, remercier les pasteurs. Alors il y aura un communiqué des pasteurs qui soutiennent la démarche qui va vous être diffusée tout à l'heure, et remercier aussi la pasteur d'ici de Bischheim qui nous met à disposition cette église qui sera le point central, le QG un petit peu de cette opération. La paroisse, pardon, excusez-moi. La paroisse de Bischheim qui nous met à disposition. C'est locaux. Voilà. Je rajouterais peut-être quand même un petit peu quelque chose. C'est vrai que ce projet de GCO, Maurice l'a dit très très bien et de façon extrêmement condensée. Pour moi, l'image qui me vient, c'est la question de l'arbre et de la forêt. Alors, l'arbre et la forêt, vous savez que c'est vraiment d'actualité puisqu'il y a des arbres qui ont été coupés. Mais là, en l'occurrence, le GCO, c'est comme l'arbre qui cache la forêt de toutes les possibilités de mobilité alternatives qu'on pourrait avoir. Et même pas seulement alternatives, même celles qui sont déjà prévues. Le TSPO, par exemple, qui est donc cette voie rapide, si je peux dire, je ne sais pas si c'est vraiment le terme technique, qui permettrait aux gens de Saverne et environ de venir en ville, ne pourra pas se faire s'il y a le GCO. Et un certain nombre de problèmes analogues. Donc voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt de ce qui pourrait être possible. Je crois qu'il faut vraiment qu'on mette aussi notre action en rapport avec l'actualité, parce que c'est pas juste quelque chose que nous on imagine et que voilà, encore souvent on nous a taxé de doux rêveurs ou de bobos du Korsberg.
Non, dans toute la France. Dans toute la France, il y a actuellement des événements climatiques qui montrent que c'est vraiment à prendre en compte. Le GIEC nous y rappelle aussi. Et l'autre jour, dans les DNA, vous avez pu voir tout un double page où on nous annonce quand même du 50 degrés en Alsace. Hein. Voilà. Donc, pour nous, ça nous semble vraiment très sérieux. Merci. Alors, si vous avez des questions éventuelles. C'est peut-être que les militants peuvent se présenter, de savoir d'où ils viennent et pourquoi ils habitent sur le tracé ou si c'est simplement des immeubles en temps. Il faut parler fort. Est-ce que vous pouvez dire votre nom déjà? Elisabeth Dupeux. D'accord. Et c'est écrit D-U-P-E-U-X. Et vous êtes militante du... Oui, je suis militante en particulier à Pulgrisheim, où on est un petit groupe local, mais qui fait partie vraiment du collectif. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autorités récentes? Est-ce qu'elles se sont intéressées à votre annonce de grève de la faim, que ce soit préfecture ou... Alors on a écrit, on a adressé un courrier, le même, au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, il y a une semaine à peu près, pour avertir qu'on allait démarrer une grève de la faim aujourd'hui, si on n'a pas de réponse. Alors on n'a pas eu de réponse formelle pour l'instant. Il y a des contacts qui existent entre les cabinets et notamment notre Fédération nationale France Nature Environnement et d'autres personnes. Donc il est possible qu'il y ait un contact qui se mette en place prochainement autour de cette question. Mais pour l'instant, évidemment, on n'a pas eu de réponse en disant ok, on va arrêter le projet. Mais voilà, les contacts sont en cours. Donc l'information circule au niveau du gouvernement. Donc les gens savent qu'il y a une grève de la faim qui démarre. Lorsque vous demandez un moratoire, est-ce que c'est jusqu'à ce que les recours aient été purgés sur le fond ou... Non, alors le moratoire, c'est... Tu veux répondre? Oui, le moratoire, c'est pas seulement... c'est laisser le temps de purger tous les recours, y compris le pourvoi en cassation contre la décision de rejet du référé et suspension sur l'arrêté d'autorisation. Mais c'est aussi un moment d'expertise collective avec des représentants de l'État, bien entendu, comme ça s'est passé pour Notre-Dame-des-Landes, pour remettre à plat complètement le dossier. Parce que quand on regarde tous les avis défavorables qu'on a obtenus, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il faut aller au fond du dossier, et c'est aussi en allant au fond du dossier qu'à un moment, le gouvernement et l'État ont eu les moyens et les arguments pour prendre la décision par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Si on pourrait le faire immédiatement, mais puisqu'on ne veut pas le faire, mettons quand même en place un moratoire, nommons une mission de médiation et faisons le travail. Et un travail qui aille vraiment au fond, parce qu'on s'est aperçu dans un certain nombre de rencontres que les élus, je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'au plus haut niveau de l'État, mais certains n'avaient pas mis le nez dans le dossier et que même ou leur administration ou leur cabinet ne les prévenaient pas de ce qui se passait réellement sur le terrain, tant sur des décisions de recours que sur des décisions de terrain. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Michel Dupont. Michel? Oui, Michel Dupont. On va peut-être faire le tour effectivement des personnes qui sont engagées. Oui. Je parle plus fort. Oui, donc Rachel Poul. Moi je suis native de Strasbourg, originaire d'un village à proximité du tracé, mais j'habite plus en Alsace depuis 20 ans. Et j'y reviens régulièrement. Et je suis engagée depuis longtemps dans la protection de la nature, à titre bénévole et ensuite à titre professionnel. Et je suis ici parce que, effectivement, pour dénoncer le GCO, mais aussi pour dénoncer toutes les incohérences des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement, parce que d'un côté, on a plein de belles paroles, des plans d'action, des brochures disant qu'il faut préserver les milieux, et les pouvoirs publics font exactement le contraire. Il n'y a pas que le GCO, quand on s'intéresse un peu à l'actualité en matière d'environnement, il y a des déboisements, des destructions
milieux naturels un petit peu partout. Tous les jours, on entend parler de la perte de biodiversité, les populations d'oiseaux qui disparaissent, les zones humides qui disparaissent, l'artificialisation des terres. Il y a des alertes presque tous les jours dans la presse, mais on continue dans cette voie et il faut absolument changer. Aurélie Kuhn depuis Meisheim. Alors, je suis habitante dans le Corolsberg, sur le tracé du GCO. Ça fait déjà quelques années qu'on milite contre ce projet. Et je ne vais pas rentrer plus dans les détails, elle a très bien expliqué. Et je suis vraiment bien déterminée pour cette grève de la faim, pour vraiment démontrer toute cette, comment dire, toutes ces incohérences vraiment par rapport à ce projet. Voilà. Jean-Jacques Pion, j'habite Populaire depuis 61. Je suis engagé dans le combat écologique depuis les années 70, tout d'abord au CSFR, comité de sauvegarde du Fessenal mais de la plaine du Rhin. Ensuite, auprès d'Alsace Nature. Si je peux dire quelque chose sur ce projet, je pense qu'au niveau écologique, c'est un projet délirant. Au point de vue politique, c'est quelque chose complètement d'anachronique. En regard de la situation géopolitique, planétaire, financière, ça me paraît complètement... on est complètement à côté de la plaque. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Christine Lude, j'habite à Grissem-sur-Souffel. J'habite sur le tracé. Ça fait 44 ans que j'habite dans ce village et en 44 ans, les choses n'ont pas changé. Le matin, si on ne sort pas du village avant 7h20, on n'arrive plus à en sortir. Donc voilà, il y a quelque chose à faire avant de faire un contournement. Les gens veulent aller à Strasbourg, ils ne veulent pas le contourner, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas la bonne solution. Et ce qu'on ne nous écoute pas, c'est le seul moyen de se faire entendre, le dernier moyen de se faire entendre, c'est la grève de la faim. Bonjour, Marc Obsès, donc je suis strasbourgeois, engagé depuis de longue date sur les combats environnementaux, à la fois au titre associatif, professionnel, depuis 35 ans. Je rejoins en ça un peu Cathy, quoi, hein. Effectivement, j'ai été très marqué par l'intervention et les démissions de Nicolas Hulot, qui m'a mis un coup au moral parce qu'il disait exactement ce qu'on vit. Les militants de l'écologie sont porteurs de projets écologiques, évoluent en permanence en terrain hostile. Et je crois que c'est une des grandes difficultés qu'on a. Quand on a un projet tel que celui du GCO, on se dit que le terrain est hallucinamment hostile et qu'il faut changer vraiment de pratique, y compris de pratiques militantes. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette guerre de la faim. Je crois que le moment est venu d'aller au bout de l'argumentation et des arguments et des pratiques militantes. Les manifestations pour le climat, c'est bien, parce que ça mobilise l'opinion publique. Mais je crois que sur des projets, il faut franchir un cap, et c'est ce que nous faisons, nous tentons aujourd'hui. Une remarque sur le GCO, la plaine d'Alsace va être un couloir à camion, c'est ce qu'on a dit, ce sera une des seules plaines, une des seules vallées en Europe à disposer de 2 autoroutes qui la traversent sur une largeur de 60 km. C'est-à-dire il y a là une aberration, et c'est une première européenne, je crois, il faudrait qu'on vérifie, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais je crois que c'est effectivement une des seules vallées où il y aura 2 autoroutes à camion sur une largeur de 60 km, et ça me paraît totalement aberrant. Et je crois qu'au-delà du GCO, de ses impacts sur le site même, il y a vraiment la conception de notre société, de nos modes d'alimentation, de nos modes de consommation, parce que effectivement, les couloirs à camion sont aussi déterminés par nos modes de consommation. Et voilà, c'est ce qui motive mon engagement dans cette grève de la faim. Alors moi c'est Guillaume Bourlier, je viens d'Ernolsheim-sur-Bruche, sur le tracé aussi. Et puis je suis le président de l'association Réserve du Bishnoi. Notre société sophistiquée a du mal à concevoir un effondrement de son écosystème, malgré les mises en garde des scientifiques. Et je pense que ce qui s'est passé en septembre est assez instructif. On sait maintenant que cet effondrement il se fera à coup de matraque et de gaz lacrymogène.
pour protéger les grandes bêtes. Pierre Rosenzweig. Beaucoup de choses pertinentes et justes ont été dites. Je suis alsaco-vosgien, je suis né à Epstein, mais j'habite maintenant dans les Vosges, depuis ma retraite depuis 10 ans. Mon CV militant est relativement long, donc je pense que dans les semaines, puisqu'on était parti pour quelques semaines, on aura l'occasion d'en parler. Je ne vais pas trop m'étendre tout de suite, voilà. Bon, je voudrais quand même dire en un mot pour me situer. Voilà. Je suis engagé comme disciple de Gandhi, la grande arme. Voilà, c'est tout. Donc Michel Dupont, oui. Et Maurice Witz, moi je suis vice-président d'Alsace Nature. C'est à ce titre-là que je suis engagé. Naturellement, vous avez des retrouvés. Merci beaucoup. Oui, je vais répondre à votre question. Merci beaucoup pour le soutien. Je pense qu'on en aura besoin au bout d'un certain temps. Alors ici, c'est le lieu de regroupement, un petit peu le quartier général, si on veut, où les personnes vont rester ici, vont dormir ici, où on se retrouve ensemble. C'est aussi un lieu où on peut venir nous apporter du soutien, mais nous allons aussi déambuler à Strasbourg. On va essayer, au moins dans les premiers temps, d'être assez régulièrement place Kléber à Strasbourg avec un petit stand où une partie d'entre nous pourront expliquer les raisons de notre démarche au fil du temps. Donc on établira un programme, on est en train de le faire pour que les gens sachent exactement où nous sommes. On sera en partie place Kléber, il y aura peut-être des moments où on fera des conférences, donc voilà, on est en train d'établir un programme précis. Mais le lieu de la base vie, si on veut, est ici. Et ceux qui feront les jeunes temporaires viendront ici? Ils peuvent venir ici, ils peuvent aussi le faire à leur travail. On a prévu les macarons qui s'affichaient en disant voilà, et on a prévu aussi un mur Facebook, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis spécialiste de ça, où les personnes peuvent se prendre en photo avec le badge et dire je jeûne pendant 1 ou 2 ou 3 jours ou 4 jours en soutien. Et donc on espère, c'est pour ça qu'on lance un peu cet appel, on espère que ça c'est quelque chose qui va se diffuser pour montrer que des personnes considèrent que cette lutte est sérieuse et importante, et vitale même peut-être pour notre avenir. Les coordonnées pratiques, c'est l'adresse gconormercy.org. Oui, c'est sur le site. Toutes les informations au fil du temps seront sur ce site. Une dernière chose que je voulais dire, pour me resituer, en fait, je suis habitant de Strasbourg depuis 10 ans, mais je suis un ancien assistant de José Bové et ancien paysan. C'est pour ça qu'on a des relations assez étroites. Et je veux dire que Karim Adeli et José Bové sont en constant contact avec nous. Les autres députés écologistes au Parlement européen, les Français, mais aussi d'autres, sont bien entendu en contact et à notre soutien. Et ils nous donneront toutes les indications des contacts qu'eux-mêmes prennent pour faire avancer notre cause, et en particulier avec le démarrage de cette grève de la faim. Et vous en serez tenus au courant. Vous avez des contacts avec le côté avec les députés allemands? Alors, notamment avec des associations pour l'instant. On a aussi des contacts avec quelques élus du côté allemand, parce qu'il y a un autre enjeu extrêmement important autour du GCO, c'est qu'il va, du point de vue du transit de trafic international, il va faire sauter un bouchon, qui est celui de Strasbourg. Et dans la perspective d'un axe de transit européen nord-sud, il y a un deuxième petit bouchon qui existe juste au nord de l'Alsace, en Allemagne, dans la forêt dite du Bienwald,
Et ça commence déjà à réfléchir et à cogiter en disant si le GCO est réalisé, il faudra aussi faire sauter ce petit bouchon. Et donc là, on aura un axe de transit européen nord-sud. Donc il y a des enjeux aussi du côté allemand, notamment au nord de l'Alsace. Donc ça, on est en contact. Et je voulais signaler aussi le soutien je pense que les personnes locales le savent, le soutien d'une députée ici qui s'appelle Martine Bonner, et qui est avec nous aussi, hein, même si elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle nous soutient aussi. C'est la seule? C'est la seule d'Alsace. Et elle est la République en marche. Nous sommes la République en grève. Et puis, alors pour vous montrer l'urgence, c'est pour ça qu'on demandait un moratoire, parce qu'on imagine bien que prendre une décision au coup près comme ça, dire on abandonne, ça va être compliqué pour le gouvernement, parce qu'il y a plein de choses qui sont engagées. Demander un moratoire parce que les travaux ont commencé et on a appris ce matin qu'il y a encore une alerte autour du déboisement de la forêt qui reste encore à Vendenheim avec des machines qui sont sur place et des militants de chez nous qui sont sur place aussi pour bloquer les machines. Donc on est vraiment dans une situation où il y a urgence à tous les points de vue, urgence climatique mais aussi urgence par rapport au chantier. Et donc si on veut... Encore une fois, si le gouvernement veut être logique avec lui-même, avec ce qu'il dit, compte tenu de ce projet-là et de ce qu'il véhicule comme éléments qui sont contradictoires avec tout ce qui a été dit, il faudrait poser un moratoire pour qu'on ait le temps de rediscuter. Parce que il y a d'autres solutions possibles, alors à la fois au niveau local, mais aussi à un niveau plus large, à un niveau européen. C'est pour ça que l'engagement des députés européens a du sens aussi. Si on veut prendre le problème à la racine, c'est d'une part remettre en question la logique des transports longue distance sur les routes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un sujet de fond, alors qui peut commencer à être pris en charge sérieusement par une taxe poids lourd, alors notamment en France, parce qu'elle existe déjà ailleurs. Ça sera évidemment pas suffisant, mais ça serait un premier pas. Et puis localement, il y a des solutions qui peuvent être mises en place sans GCO et qui dépassent un petit peu la vision petite bourgeoise strasbourgeoise, qui pense à son petit confort personnel, mais et qui ne prend pas en compte le fait que le GCO va attirer un trafic international supplémentaire dans la plaine d'Alsace. Et le gros enjeu, c'est ça. Et pour ça, on a besoin d'un peu de temps pour discuter de façon relativement sereine. Quand on a des menaces de gendarmes mobiles et de gaz lacrymo, on ne discute pas de façon sereine. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus parler avec l'État au niveau local. On est dans une situation de rupture. Donc nous assumons aussi cette situation, mais ça veut dire que si on veut reprendre un petit peu une discussion dans le sens de l'intérêt collectif, ça suppose qu'on arrête les frais et qu'on se mette autour de la table. Mais on ne peut pas se mettre autour de la table avec des tronçonneuses, c'est même plus des tronçonneuses, c'est des grosses abatteuses qui abattent un arbre en 20 secondes. On ne peut pas discuter quand les abatteuses sont dans la table. Une question ? Oui. Une grève de la faim, c'est pas anodin aussi sur le corps. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous êtes entouré? Et comment est-ce que quelqu'un qui veut faire une grève de la faim ponctuelle peut aussi se sentir accompagné pour ne pas souffrir, on va dire? Oui, alors il y a des médecins qui nous accompagnent, qui vont faire un travail de suivi pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Alors forcément, au bout d'un certain temps, il y aura peut-être des petites complications. C'est le processus même qui veut ça, mais on s'entoure quand même de précautions avec des médecins. Alors pour les personnes qui font du jeûne, si c'est du jeûne de quelques jours, il y a moins de risques, même si c'est aussi, il faut le faire, ça va pas de soi. Et là, je pense qu'on va mettre quelques conseils sur le site internet pour les personnes qui souhaitent le faire pour que ça se passe du mieux possible. La pratique du jeûne est quand même de plus en plus fréquente et du coup, il y a quand même toutes sortes d'indications pour entrer dans le jeûne ou dans la grève de la faim et pour en sortir après. Bien, s'il n'y a plus de questions. Ouais, je trouve intéressant quand même de préciser par rapport à ce genre de questions, que c'est un jeûne qu'on appelle hydrique, ou à l'eau si vous préférez. Je préfère hydrique
parce que nous buvons chaud, en cette saison notamment, et des tisanes. Et je voudrais un peu symboliquement et rituellement, comme ça, rappeler à mes chers amis qu'il faut boire régulièrement. Jusqu'à 2 litres, je parle un peu parce que j'ai des expériences de ce côté-là, des pratiques, de boire régulièrement. Et donc, et puis lancer une espèce de slogan, j'aime bien l'humour aussi. Et il ne faut pas que ce soit le jeûne, c'est vrai que c'est une montagne. Pour quelqu'un qui n'a jamais sauté un repas, c'est pour ça qu'il me semble très important que mon rêve, c'est qu'il y ait des centaines de personnes qui viennent sauter un repas, place Kléber par exemple, à midi, parce que ça montre une détermination, c'est un engagement corps et âme, ce jeûne, cette grève de la faim. Ça paraît dur aussi. Après, faire 1 semaine, 2 semaines, quand on n'a pas fait, il faut y aller progressivement. Donc juste pour être court, encore une fois, je propose comme formule, aux gays tisanes citoyens. À la place de aux armes citoyens, aux gays tisanes citoyens. On appelle à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus. Ça montre qu'il y a du soutien. Que c'est pas juste quelques vieux loups.